La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et le comble, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Bienvenue. Installez-vous confortablement pour notre réunion que nous allons appeler « Mon humble avis ». Ici, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de donner son avis. Et oui, installez-vous confortablement. Nous allons commencer juste après ça. À t'arrêter pour m'écouter parce que ce que j'ai à te dire est très important. Je ne serai pas très longue. Mais avant, je t'invite à t'abonner. Si tu ne l'es pas, active la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Oups, j'avais presque oublié. Je suis Inès Kakbo. Ouais, il faut que je fasse un tout petit peu ma belle et tout. On est prêt, on y va. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très simple. Rapidement, comme je l'ai dit, je ne serai pas très longue. L'influence des réseaux sociaux. Étant donné que je ne suis pas spécialiste, nous allons tous ensemble regarder la vidéo de quelques personnes qui ont parlé du même thème et on revient. Donc là aujourd'hui je vais être avec vous et donc moi je m'appelle Jimmy Mohamed, je suis médecin et je suis aussi chroniqueur sur C8 et à la radio sur Europe 1 et aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux. D'abord on va faire un petit test tout simple dans la salle. Est-ce que vous pouvez me dire qui ici, en levant les bras, a soit Instagram, soit Facebook, soit Twitter, soit Snapchat? Levez la main. Ok. Je pense que ceux qui n'ont pas levé la main sont des mythos, mais c'est pas grave. Alors, petit quiz tout simple. Quel est le point commun entre Zidane, Georges Clooney et Bernard Tapie? Georges Clooney n'est pas marseillais, donc... Ça paraît pas évident, mais aucun des trois n'a Twitter. Zidane, il a un pseudo-compte qu'il n'alimente plus. Ils ont peut-être d'autres réseaux, mais ils n'ont pas eu besoin de ça pour réussir et avoir une notoriété. Deuxième test, quel est le point commun entre Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg? C'est pas l'argent. Je vous le dis tout de suite. C'est pas non plus leur nationalité, ce serait trop simple. On est conférence TEDx quand même, donc on va monter un peu le niveau. Alors, je l'ai entendu. En fait, ils ont développé... Non, ils ne sont pas supporters de l'Olympique de Marseille, j'ai entendu ça, mais non. Ils ont développé des outils, ou contribué à développer des outils, qu'ils ont restreints à leurs propres enfants. Bill Gates a dit qu'il ne donnerait pas de smartphone à ses enfants avant l'âge de 14 ans. Et même lorsqu'ils l'ont, il le restreint. Steve Jobs a dit « Je ne donnerai pas de tablette ni d'iPad que j'ai moi-même construit à mes propres enfants. » Et un des dirigeants, un ancien dirigeant de Facebook, a dit qu'il n'utiliserait pas le réseau social pour ses enfants. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans les médias, il y a un climat un peu particulier, un peu tendu. On entend beaucoup de phrases à droite et à gauche qui sont un peu blessantes et qui, parfois, sont vraiment énervantes. Et ça, c'est lié au fait que désormais, sur les plateaux télé, on a ce qu'on appelle des éditorialistes. Alors éditorialiste, ça paraît extraordinaire, on se dit c'est un polémiste, ça donne une fonction incroyable. Mais un éditorialiste, c'est rien d'autre que quelqu'un qui est là, qui est parfois journaliste, et il est là pour donner son opinion. C'est pas forcément un expert, et généralement ce n'est pas un expert, et le but du jeu c'est qu'il donne son avis, et donc il n'est absolument pas ni neutre, ni objectif. Ce qui veut donc dire qu'il faut se méfier de leurs paroles. Évidemment, il y a des éditorialistes qui disent des choses intéressantes, mais je vous donne un exemple. Dernièrement, sur une chaîne d'information en continu, vous avez un éditorialiste qui habituellement parle du fromage. Il est critique gastronomique. Respect, moi je serais incapable de nommer tous les fromages sur ce plateau, mais c'est son job. Sauf que le mec qui parle du fromage en permanence, normalement, on lui a demandé son avis sur l'effondrement d'un pont à Toulouse. C'est pour vous dire à quel point on est désormais dans une société du spectacle, une société où les experts ne sont plus présents. Ce qui veut donc dire que éditorialiste n'est pas synonyme d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs comme étant un expert, ça veut dire qu'il ne se prononce pas lui-même expert, et c'est quelqu'un qui publie dans des journaux scientifiques, avec un comité de lecture, des thèses, des conclusions, qui n'ont pas été réfutées par ce comité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que désormais, dès lors qu'on entend des choses un peu choquantes, un peu blessantes, ça peut concerner des minorités, certaines communautés, on se sent indigné, on se sent attaqué. Moi le premier. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Quand c'est comme ça, on publie, en général sur Twitter, on se plaint, et on dit regardez ce qu'il a dit, c'est absolument insupportable. C'est horrible, regardez, c'est indigne, il faudrait qu'il soit censuré, ce n'est pas digne. Et on a raison. Sauf qu'en faisant ça, on fait une grave erreur. L'erreur qu'on commet, c'est que, vous diffusez l'information. Souvent, ces éditorialistes
disent leurs petites phrases sur des chaînes d'information qui ont très peu d'audience. Et donc, vous allez propager l'information malgré vous. Deuxième effet, en propageant l'information, ça entraîne ce qu'on appelle le buzz, on va parler de lui, et du coup, on va le réinviter sur d'autres chaînes pour reparler. Et donc, sans vous en rendre compte, vous donnez une nouvelle tribune à ces personnes. Le début d'un phénomène majeur dans la manière dont on communique. Le premier, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux a dépassé celle du courrier électronique. Ça, c'est quand même assez important, il y a 1 an ou 2. Ensuite, tout est en train de devenir un flux, un stream. Donc, tout est en train de devenir en temps réel. On doit adapter son entreprise en temps réel à ce que les gens disent en temps réel, et son produit en temps réel. Ça, c'est l'autre grande tendance. C'est-à-dire que le format du flux Facebook avec les commentaires et les likes et les différents morceaux d'informations qui sont plus courts que de lire un quotidien, par exemple, est en train de devenir le standard. Le standard, c'est un flux d'informations. Le mobile est en train de devenir l'écran principal. Le web et le desktop vont devenir des écrans secondaires. Et je regarde d'abord donc le flux de mon entreprise, ensuite je regarde Twitter et Facebook, et ensuite seulement mes courriers électroniques. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur, et puis beaucoup évidemment la vidéo. Le marketing, les marques et les agences ont été habituées à être dans un environnement captif pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'elles se sont habituées à être dans un modèle où vous regardez un film, où vous regardez le 20h, et avant le 20h, vous pouvez mettre une pub, et entre guillemets, on est un peu obligé de la regarder. Donc on impose ce marketing-là. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Les gens vont où ils veulent, ils consomment ce qu'ils veulent, et on peut assez peu leur imposer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si sur Facebook, la publicité est venue très très tard. Il s'agit vraiment en anglais on dit iterate, donc vraiment de construire, d'écouter, de créer une communauté autour de ça, de lancer le produit. Et en fait, quand vous lancez le produit, c'est vraiment le tout début. Et c'est vraiment l'opposé de la pub. Je dis pas que la pub ne sert à rien, elle peut évidemment accélérer. Mais c'est très difficile, c'est de créer un lien sur des années, plutôt que de penser je lance et après on verra. Les marques ont tendance beaucoup trop à vouloir diffuser de l'information. C'est-à-dire que c'est des réflexes marketing, je diffuse, mais j'écoute pas. Donc il faut écouter, il faut interagir, il faut discuter. À chaque fois qu'un produit se lance, une communication qui démarre, même avant, prenez Apple, où la communication démarre bien avant, que le produit se lance. Regardez toutes les rumeurs sur le nouvel iPad ou le nouvel iPhone, ça n'arrête pas. Comment ça se crée ça? C'est parce que vous avez une marque, là, Apple, qui a une communauté autour d'elle qui est absolument incroyable. Donc les gens parlent entre eux et puis ensuite consomment de l'information là où ils veulent. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi rapidement. Ils sont en contact constant entre eux. Ils vivent avec leurs amis. Les marques doivent avoir un rapport qui est à nouveau, long terme, très différent avec les consommateurs parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir leur attention maintenant. Première conséquence. Et la deuxième, c'est le rapport qui se crée avec le produit se fait au travers des amis. Les consommateurs ont tendance à voir les marques non plus en tant que produit seulement, mais beaucoup plus en tant que tout. C'est-à-dire que vous regardez L'Oréal en tant que marque, plus qu'en tant que tous les produits qu'elle représente. C'est-à-dire que je crée une connexion directe avec L'Oréal, ou je crée une connexion directe avec Renault. Et ça change tout aussi. C'est-à-dire qu'on est à un clic de la marque. De retour, il est l'heure de donner notre avis. Selon moi, l'influence dépend de votre propre personnalité. Quand il s'agit d'un enfant, d'un ado, ça se comprend. Mais lorsque vous êtes majeur, vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. L'influence que vous avez sur vous dépend de votre propre personnalité, dépend de votre manière de voir la vie. Alors, tout dépend de votre perception de la vie. Ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas les enfants, ça ne concerne pas les adolescents. Vous qui êtes majeur, adulte, vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est mal. Si vous avez une influence positive sur votre vie, c'est que vous avez une bonne personnalité. Si tu suis une telle personne, c'est parce que cette personne a quelque chose qui te plaît. Cette personne fait des choses qui te plaisent. Donc, tout est relié à votre personnalité. Je reviens sur le fait que les enfants et les adolescents ne sont pas concernés par ce que je suis en train de dire. Quand vous êtes adulte, que vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, l'influence que vous avez sur vous ne dépend plus des réseaux du genre, voilà, c'est parce que j'ai vu telle chose sur les réseaux. Non, tout dépend maintenant de votre propre personnalité, ce que vous aimez, votre manière de voir les choses. Tout dépend de votre perception de la vie. Si vous avez une influence positive sur votre vie, alors c'est que vous savez ce que vous voulez de votre vie. Vous avez votre propre personnalité. Parce qu'on ne suit pas qui
On ne suit pas tout le monde sur les réseaux. On suit la personne qu'on aime. Et on ne peut qu'aimer quelqu'un qui est en rapport avec votre personnalité ou bien quelqu'un qui fait quelque chose que vous aimez. Et donc, vous comprenez que l'influence ne vient pas toute seule. Non, la preuve en est qu'on ne suit pas tout le monde sur les réseaux. Si je suis X personne, c'est parce que cette personne-là, cette personne a quelque chose que j'aime. Cette personne fait quelque chose que j'aime. Donc, vous comprenez tout de suite que l'influence ne peut pas venir toute seule. Voilà, c'est mon point de vue. Et moi, mon mot de fin, c'est que l'influencé sera influençable en fonction de sa personnalité. Je précise qu'il s'agit des majeurs, des adultes, des grandes personnes. Les enfants, les adolescents, non. Parce que oui, à cet âge-là, il y a plein de trucs. On va inclure les parents, les tuteurs et tout. Donc, si vous êtes influencé de manière positive ou négative, tout dépend de la personne que vous êtes de base. Alors, c'était mon point de vue. Je vous dis à très bientôt.